Glasgow Est, pauvreté, vent de glace et argent sale. À première vue, le concept paraît presque cocasse, des guerres de marchands de glace. Mais dans le Glasgow de l'Est des années 1980, ce N n'est pas une blague locale. C'est est le nom donné à une guerre de territoire sanglante, née dans les rues pauvres et terminée dans les flammes un incendie criminel qui a tué 6 membres de la famille Doyle. Glasgow est alors une ville marquée par la désindustrialisation, le chômage massif, l'héroïne bon marché et la violence de gangs. Dans les grands ensembles de l'East End, des quartiers comme Ruchazie, Easterhouse, Provence ou Shettleston vivent au rythme de l'alcool, des petits trafics et d'un sentiment de marginalisation. Les pubs sont pleins, les usines ferment, les jeunes traînent dans les cages d'escalier. Au milieu de ce décor, les vannes de glace deviennent bien plus qu'un symbole d'enfance. Ce sont des points de vente mobiles qui se déplacent de cité en cité. Ils vendent glace, bonbons, snacks, mais aussi, de plus en plus, drogue et biens volés. Téléviseurs, magnétoscopes, cigarettes de contrebande. Derrière la musique innocente des carillons se cache un business extrêmement rentable. Une tournée bien établie dans une cité populaire, c'est un flux constant de clients, du cash, un anonymat relatif et une opportunité parfaite pour écouler de la marchandise illégale sans boutique fixe. Forcément, ces routes de glace deviennent des territoires. Et les territoires, dans un environnement de pauvreté et de criminalité organisée, se protègent par la menace et la violence. Dans ce contexte, deux noms de firmes reviennent souvent. Une entreprise établie, comme Marchetti, avec ses vannes reconnaissables, des opérateurs moins officiels, parfois liés à des figures du crime organisé local. Les méthodes pour éliminer la concurrence ne tardent pas. Menaces aux conducteurs, jets de pierre, pneus crevés, vitres éclatées à coups de fusil, attaques de vannes, rivaux sur l'heurte-route. La police de Strathclyde est critiquée pour sa lenteur et son manque de fermeté. Elle reçoit un surnom sarcastique, Serious Crimes Squad, jeu de mots sur Serious Crime Squad, brigade du crime, et les carillons, Chimes, des vannes de glace, comme si elles ne prenaient pas la situation au sérieux. Au cœur de cette guerre se trouve un jeune homme, Andrew Doyle, 18 ans, surnommé Fat Boy. Il conduit un van de la firme Marchetti dans Ruchazie. Il n'est ni et pas un ange. Il vit dans un quartier rude, mais il refuse une chose, se laisser intimider. Selon la version qui s'impose plus tard, des criminels lui auraient d'abord demandé de distribuer de la drogue sur sa tournée. Il aurait dit non, et dans ce monde, dire non aux mauvaises personnes peut signer un arrêt de mort. Avant l'incendie, Andrew est déjà la cible du 1 avertissement. Un inconnu tire une balle dans le pare-brise de son van, visant clairement le conducteur. Il survit, mais le message reste limpide. Tu prends la route ou tu prends une balle. Ce qui se passera ensuite dépassera la notion d'avertissement. On passera du business brutal à ce que beaucoup considèrent comme un massacre. Fat Boy, Doyle, l'incendie qui change tout. La nuit du 16 avril 1984, dans une barre d'immeubles de Banken Street à Ruchazie, il fait froid et humide. Dans le petit appartement tout en haut de l'immeuble, la famille Doyle dort. Le père, James Doyle, 53 ans, sa fille, Christina Alron, 25 ans, le bébé de Christina, Mark, 18 mois, et les trois fils de James, James, 23 ans, Andrew, 18 ans, Fat Boy, et Tony, 14 ans. Il est environ 2 heures du matin lorsque quelqu'un monte les escaliers extérieurs. Sur le palier, devant la porte du logement, on verse de l'essence, puis on met le feu. Très vite, la cage des escaliers devient un piège de flammes. Le seul chemin de sortie est une cheminée de fumée et de chaleur mortelle. Dans les appartements voisins, on se réveille au milieu des cris, de la fumée, des hurlements. Mais pour la famille Doyle, il est déjà trop tard. Le feu dévore l'issue de secours, les gaz toxiques envahissent l'appartement. Au matin, 6 personnes sont mortes ou mourront de leurs blessures à l'hôpital. James Doyle, Christina Alléron, le petit Mark James Jr., Andrew Fatboy, Doyle, Tony Doyle. La police arrive sur une scène d'horreur. Porte carbonisée, cage d'escalier noire de suie,
corps brûlés, voisins sous le choc. Les premières en constatations sont claires. Ce n'est pas un simple accident électrique. La configuration indique un incendie criminel, et l'odeur d'essence est présente sur la porte et le palier. Au fil des heures, un récit se dessine. Andrew Doyle était la cible d'intimidations liées aux Ice Cream Wars. Il avait été la victime d'une tentative de meurtre quelques semaines plus tôt, tir à travers le pare-brise. Il avait refusé l'ordre supposé de dealer de la drogue sur sa route. L'interprétation policière devient rapidement. Ce feu était un frightener, un avertissement qui a quand mal tourné. Mais peut-on vraiment parler avertissement lorsque on verse de et essence devant la porte d'un appartement où dorment 6 personnes, dont un bébé? Sur le plan moral, beaucoup, encore aujourd'hui, parlent plutôt de massacre. La presse s'empare de l'affaire. 6 morts dans une cité pauvre, rumeurs de gangs de vannes de glace, trafic de drogue, police accusée de passivité depuis des années. Glasgow découvre que derrière la musique des vannes se cache une guerre qui a désormais un nombre de morts que on ne peut plus ignorer. Campbell and Steele. Enquête, preuve et condamnation. Rapidement, la police de Strathclyde désigne des suspects. Thomas T.C. Campbell et Joe Steele. 2 hommes, déjà connus de la justice, liés au milieu criminel de Glasgow. En 1984, ils sont arrêtés, inculpés et traduits en justice pour le meurtre de la famille Doyle par incendie criminel. Le dossier de l'accusation repose sur 3 piliers principaux. Le témoignage de William Love affirme avoir entendu Campbell, Steele et des autres individus discuter dans un pub. Un plan pour donner une leçon à Andrew Fatboy Doyle en mettant le feu à sa maison. Il jure que Campbell a parlé d'un frightener, un avertissement, et que incendie était lié à la guerre pour le contrôle des routes de vannes de glace et du trafic de drogue. Une phrase supposée de Campbell, rapportée par 4 policiers. Selon les policiers, Campbell aurait déclaré « I only wanted the van windows shut up. The fire at Fatboy S was only meant to be a frightener, which went too far. Je voulais seulement qu'on tire sur les vitres du van. Le feu chez Fatboy n'était censé être qu'un avertissement qui est allé trop loin. » 4 officiers affirment, à quelques mots près, se souvenir exactement de cette phrase clé. Une carte de Glasgow marquée d'une croix. Lors d'une perquisition chez Campbell, la police dit avoir trouvé une carte routière photocopiée, avec un X précis sur Bankend Street, là où vivait la famille Doyle. Pour l'accusation, c'est la preuve qu'il préparait l'attaque. À cela s'ajoute le profil de Campbell, un homme avec un passé violent, déjà condamné pour d'autres délits, entré dans le business des vannes de glace, décidé à défendre son territoire contre la firme Marchetti. Steele est représenté comme son henchman, son homme de main. Face à cette construction, la défense crie au coup monté. Campbell affirme que Love est un menteur, un desperado prêt à accuser n'importe qui pour échapper à la prison. Il nie avoir jamais prononcé la phrase attribuée par les 4 policiers et soutient que la carte a été placée chez lui par la police. Tous 2 avanceront des alibis pour la nuit de l'incendie. Le procès dure 27 jours. Le contexte est explosif. 6 morts, un Glasgow traumatisé, une opinion publique qui exige des coupables, une police critiquée depuis des années pour sa gestion des Ice Cream Wars. Dans ce climat, le jury finit par trancher. Campbell et Steele sont reconnus coupables de meurtre et condamnés à la prison à vie. Pour beaucoup, l'affaire semble close. Guerre de territoire, intimidation, frightener qui se transforme en boucherie, et 2 hommes envoyés derrière les barreaux. Mais pour d'autres, y compris les condamnés eux-mêmes, c'est le début d'un combat de 20 ans autour d'une question obsédante. S'agit-il de justice ou d'une erreur judiciaire monumentale? 20 ans de lutte, erreurs, mensonges et Glasgow tout. Dès leur arrivée à la prison de Barlinnie, Campbell et Steele affirment qu'ils sont innocents. Ils dénoncent un fit-up, un coup monté, de la part de la police, déterminée à trouver des coupables à tout prix pour l'affaire Doyle. En 1989, une première tentative d'appel échoue. Le verdict était maintenu. Mais quelque chose commence à se fissurer dans le dossier. Des journalistes et auteurs
comme Douglas Skelton enquêtent donc sur les Ice Cream Wars et le procès. Dans le livre Frightener de Glasgow Ice Cream Wars, Love, le témoin clé de l'accusation, admet avoir menti sous serment, disant qu'il, elle, a fait parce que la police le pressait et que cela servait ses propres intérêts. Love signe des affidavits pour confirmer qu'il a donné un faux témoignage. Cette révélation ébranle la crédibilité du procès. Si le témoin pivot ment, si la phrase attribuée à Campbell ne repose que sur des policiers, si la carte peut avoir été manipulée, alors que reste-t-il vraiment? Campbell et Steele se lancent dans une campagne spectaculaire pour attirer l'attention sur leur cause. Joe Steele s'évade plusieurs fois et organise des actions très médiatiques, dont le fait de se coller aux grilles de Buckingham Palace avec de la superglue ou des protestations sur des toits. Campbell mène des grèves de la faim, refuse de se couper les cheveux, multiplie les déclarations depuis la prison. Peu à peu, l'opinion publique écossaise commence à douter. Et si les Ice Cream Wars avaient-ils produit non seulement un massacre, mais aussi une erreur judiciaire? Et si les Doyle n'avaient toujours pas obtenu de justice réelle, parce que les vrais responsables couraient encore? En 1997, le Secretary of State for Scotland accorde à Campbell et Steele une liberté provisoire en attendant un nouvel appel. Signe que le système lui-même commence à reconnaître que le dossier N est pas aussi solide que qu'annoncé. L'appel de 1998 échoue pourtant, sur une décision partagée des juges. Ils retournent en prison. La création de la Scottish Criminal Cases Review Commission, SCCRC, au tournant des années 2000, ouvre un nouveau front. La commission réexamine le dossier, exige d'accéder à tous les documents du Crown Office et finit par renvoyer l'affaire devant la cour d'appel pour la 3e fois. Pendant ce temps, les vies de Campbell et Steele sont broyées. 18 ans passés en grande partie en détention, famille détruite, santé mentale et physique abîmée. Steele racontera plus tard que cette période l'a poussé au bord du gouffre, entre drogue et désespoir. Et pourtant, en parallèle, la famille Doyle, ce qu'il en reste, continue de croire véhément à la culpabilité de Campbell et Steele, persuadés que toute remise en question de ces condamnations est une insulte à la mémoire des 6 morts. Le conflit ne se joue plus seulement dans les tribunaux, mais aussi dans le cœur une communauté déchirée entre soif de justice et peur de l'alliance impunité. 2004. Condamnation annulée. Justice fracturée. Le 17 mars 2004, après 20 ans de combat, la Cour d'appel écossaise rend son verdict. Les condamnations de Thomas T.C. Campbell et Joe Steele sont annulées. Les juges concluent que le procès initial a été entaché de graves problèmes de preuve et de misdirection du jury, c'est-à-dire de consignes juridiques inappropriées. Plusieurs éléments pèsent dans la balance. La rétractation de William Love et les doutes sur sa crédibilité. Il admet, dans des déclarations signées, avoir menti au procès, expliquant que la police l'avait pressionné. Les critiques Otis Opashka, experts en psychologie cognitive, sur la fameuse phrase de Campbell que 4 officiers disent avoir mémorisée textuellement. Un professeur souligne que la probabilité de se souvenir exactement de la même phrase de 24 mots, sans variation, plusieurs années plus tard, est extrêmement faible, ce qui suggère soit une contamination des souvenirs, soit une fabrication pure et simple. Le sentiment général que le jury N et She n'avaient pas reçu toutes les informations et que certaines preuves potentiellement disculpatoires, N, n'avaient pas été correctement divulguées. Dans la salle d'audience, les 2 hommes entendent les mots qu'ils attendent depuis 2 décennies. Vos condamnations sont annulées. Vous êtes libres de partir. Pour les défenseurs des droits des détenus et des victimes d'erreurs judiciaires, c'est une victoire historique. Les organisations comme Mojo, Miscarriage of Justice Organization, présentent l'affaire comme un symbole de ce qui peut arriver quand la pression médiatique est immense. La police veut à tout prix résoudre une affaire et les garde-fous du système ne fonctionnent plus. Mais cette victoire a un prix. Les vrais auteurs de l'incendie de Banken Street N ont jamais été formellement identifiés ni jugés. La famille Doyle, elle, ne voit pas 2 innocents blanchis,
mais deux hommes qu'elle a longtemps considérés comme les assassins libérés par des subtilités juridiques. La confiance dans la police de Strathclyde et dans la justice écossaise en sort profondément ébranlée. Dans les années qui suivent, des articles, des livres et même des tabloïds avancent des noms pour le vrai coupable, notamment celui d'un baron du crime de Glasgow, Tam McGraw, déjà lié à d'autres violences. Mais aucune procédure officielle ne reprend formellement l'enquête contre lui ou contre d'autres suspects. Le temps a passé, des policiers clés sont morts, des dossiers ont vieilli. En 2019, Thomas T.C. Campbell meurt. Joe Steele reste en vie, marqué à jamais par ces 20 années où il a été, aux yeux du système, un meurtrier de masse. La question, elle, demeure suspendue. Qui a réellement allumé le feu qui a tué la famille Doyle? Et un plus brutalement encore, les Ice Cream Wars ont-elles produit de la justice? Ou seulement une suite de vies brisées, sans vérité pleine et entière? Guerre de commerce ou massacre? Ce que les Ice Cream Wars disent nobliers de nous. Le sous-titre de ce documentaire pose une alternative. Business or massacre? Business ou massacre? En réalité, l'histoire des Ice Cream Wars est la démonstration qu'il ne s'exclut pas. Un conflit commercial très rentable, dans un environnement de pauvreté et de criminalité, peut se transformer en massacre, puis en tragédie judiciaire. Sur le plan sociologique, les guerres de la glace montrent comment un simple service de proximité, vendre des glaces aux enfants, devient la façade un marché noir où circulent drogue et objets volés. Comment, dans des quartiers marginalisés, le contrôle d'un territoire peut valoir plus cher qu'une vie humaine? Comment les habitants des cités, pris entre gangs et police, se retrouvent otages d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi? Sur le plan psychologique, l'affaire révèle plusieurs couches de violence. Violence des auteurs du feu, verser de l'essence devant la porte d'une famille entière, au cœur de la nuit, suppose une capacité à se couper de l'empathie, une perception des victimes comme obstacle plutôt que comme personne, une croyance que un avertissement par le feu est une méthode acceptable pour faire passer un message. Même si l'intention n'avait pas été de tuer les 6, l'acte est intrinsèquement meurtrier. Parler de frightener est une manière de minimiser la réalité. CI et la utilisation du terrorisme domestique au service des idjum, un business. Violence institutionnelle et erreur judiciaire. Quand un système de justice, sous pression, construit sa vérité en s'appuyant sur un témoin peu fiable, des déclarations contestées, des preuves potentiellement fabriquées, il inflige une autre forme de violence. Une violence légale, estampillée justice, mais qui enferme peut-être des innocents et laisse les vrais coupables en liberté. Pour Campbell et Steele, la prison à vie N n'a pas été que une privation de liberté. CE était un effondrement identitaire. Une condamnation à être le monstre dans l'histoire de quelqu'un d'autre, qu'il se considère coupable ou non. Violence mémorielle. La famille Doyle, elle, ne bénéficie pas d'une révision heureuse. Pour elle, ses proches sont morts, les condamnations ont été annulées. Aucun nouveau procès n'a apporté de coupable alternatif incontestable. Elle est coincée dans un espace mental où la justice ne ferme jamais le cercle. Il y a le deuil, la rage, la méfiance envers tout discours qui laisse entrevoir une erreur judiciaire, perçue comme une tentative de effacer la gravité du crime. Sur le plan symbolique, les Ice Cream Wars ont laissé derrière elles une image étrange. Des vannes colorées, une musique enfantine et en arrière-plan, un incendie de nuit, une cage d'escalier en flammes, un bébé mort. La culture populaire s'est emparée de cette tension. Livres de true crime, documentaires, comme la série The Ice Cream Wars en 2020, articles, podcasts. Chaque nouvelle enquête journalistique promet de lever le voile sur le vrai coupable, sur la corruption supposée, sur le rôle des grands criminels de Glasgow. Mais la vérité judiciaire, elle, est restée à mi-chemin. Nous savons que le procès initial était défaillant. Nous ne savons pas, avec certitude, qui a allumé le feu. Les Ice Cream Wars montrent ainsi la limite de ce que le true crime peut offrir. On peut raconter, analyser, contextualiser, on peut démonter un récit judiciaire bancal. Mais on ne peut pas toujours remplacer le mensonge par une vérité claire. Alors,
Business ou massacre? Les deux. Un business criminel a mené à un massacre. Un massacre a mené à un besoin urgent de montrer qu'on maîtrise la situation. Ce besoin a mené à un procès dont les fondations se sont effondrées, laissant derrière lui des morts sans justice pleine, des condamnés à moitié réhabilités, une ville qui se souvient et un public qui, des décennies plus tard, écoute encore le son des carillons des vannes de glace avec un léger frisson.